Bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Ici nous sommes à Madrid. Olivier, bonsoir. Marlène, bonsoir. Donc, bienvenue. Ce soir, nous nous sommes proposés. La proposition de ce soir est de faire une approche. Nous allons voir qu'il s'agit d'une approche particulière. J'ai mis le titre « Qu'est-ce qu'aimer ?» et puis après on va voir un petit peu ce qui va se produire. Alors sur le sujet de ce soir, peut-être que nous n'allons pas nous centrer directement sur l'amour, sinon que nous allons faire ce qu'on appelle une ouverture. Alors nous allons voir que nous savons, disons qu'à partir de la psychanalyse, et si on veut se rapprocher un petit peu du terme « aimer » en fonction de la psychanalyse, c'est un petit peu la prétention que nous allons avoir ce soir. C'est-à-dire que le moment où le désir s'humanise, c'est aussi le moment où l'enfant va naître au langage, C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'inconscient est structuré comme un langage, ce qui veut dire que seul un sujet du langage peut se faire un sujet de l'inconscient, c'est-à-dire un sujet en psychanalyse. Alors, nous savons tous que les impulsions humaines sont de nature élémentaire. Et non seulement elles sont de nature élémentaire, sinon qu'en plus elles sont égales chez tous les êtres humains. Et elles tendent à la satisfaction. C'est-à-dire que chez tout le monde, il y a certaines nécessités qui vont chercher la réalisation. Et ce sont des nécessités, on va dire, primordiales. Ça fait partie des besoins structuraux de l'être humain. C'est-à-dire des nécessités structurelles qui appartiennent à la condition humaine des sujets parlants. Et que ces impulsions, on ne va pas les étiqueter de bonnes ou de mauvaises, sinon qu'il y a de nombreux types d'impulsions. On ne parle pas de la pulsion, sinon qu'on parle de l'impulsion. Et on va faire référence un petit peu aujourd'hui aux impulsions égoïstes et cruelles qui font partie de notre structure. Et que ces impulsions vont parcourir un long chemin avant de devenir efficaces. C'est-à-dire qu'elles vont, dans la culture dans laquelle nous sommes, bien évidemment, elles vont pouvoir être inhibées, elles vont aussi, comme une autre possibilité, être transformées en leur contraire, elles vont aussi pouvoir être retournées sur le sujet lui-même, au lieu de s'extérioriser sur quelqu'un d'autre, elles vont s'extérioriser sur le sujet lui-même, ce qui donne des formations réactives. Et réactives, ça veut dire qu'ils vont se transformer. C'est-à-dire ceux qui pouvaient, si l'égoïsme va, dans certaines situations, va se manifester comme compassion. Et que la cruauté peut aussi apparaître sous son contraire, c'est-à-dire sous la forme d'un altruisme important dans la vie du sujet. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de la possibilité de l'inhibition, de la transformation en son contraire, retourner sur la propre personne, ce sont des possibilités, des destins de ce qu'on a déjà eu l'occasion de voir, de la pulsion. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir parler de nature humaine seulement après et avec soin
nous pourrons parler de bon ou de mauvais. C'est-à-dire que nous devrons prendre en compte que pour l'humain, rarement, il est rarement complètement mauvais et rarement complètement bon, pas à 100%, sinon qu'il va y avoir un pourcentage et que en général, on peut être bon dans certaines circonstances et mauvais dans d'autres, bien évidemment. Alors, la psychanalyse a pu observer la préexistence infantile d'intenses impulsions mauvaises. C'est-à-dire que les enfants, il va falloir les éduquer, leur mettre ces barrages pour éviter qu'ils manifestent trop ouvertement leurs impulsions mauvaises. Et c'est précisément, on va dire, la condition d'un virage. On va voir qu'il va y avoir un virage pour qu'il y ait ces impulsions, on va dire, mauvaises, égoïstes et cruelles qui vont prendre chez l'adulte une autre apparence et qui vont se transformer vers le bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir chez certaines personnes une attitude tout à fait singulière. On dit que les enfants les plus grands égoïstes, les impulsions comme tendance, exactement Marie-Thérèse. Donc les plus grands égoïstes infantiles peuvent arriver à se transformer en des citoyens les plus altruistes et désintéressés. Par contre, la plupart des hommes qui souffrent, on va dire, qui souffrent de compassion, de philanthropie, de protecteurs des animaux, on va pouvoir faire la lecture dans le sens inverse en disant que dans leur petite enfance, ils étaient des petits sadiques qui torturaient tous les petits animaux qu'ils avaient sous la main, qui étaient à leur portée. Et maintenant, nous allons toucher le sujet qui est très important dans la vie de chaque personne, c'est la mort. Et ce que la psychanalyse a découvert, non seulement c'est l'importance qu'a pour chacun des sujets le fait qu'il y ait quelque chose que notre vie va s'arrêter, mais en plus, elle a découvert que dans l'inconscient, la mort n'existe pas. C'est-à-dire que personne ne croit véritablement en sa mort, même si intellectuellement nous savons tous que nous allons mourir, que nous vivons tous un petit peu comme des immortels, dans le sens où nous sommes convaincus de notre immortalité. Quant à la mort des autres, et c'est face à la mort des autres où on va voir que nous avons une attitude particulière. C'est-à-dire que nous avons une tendance face à la mort des autres, puisque de notre propre mort, nous ne pouvons pas savoir grand-chose, mais par contre, de la mort des autres, nous avons tendance à la considérer comme quelque chose qui est plus de l'ordre du hasard. C'est-à-dire, au lieu de la reconnaître, de lui donner la catégorie de nécessité structurelle, puisque c'est de ça dont il s'agit quand on fait référence à la mortalité, on va plutôt l'étiqueter de hasard. Et pour cela, nous avons tendance, et vous le savez bien, à accentuer la motivation de la cause de la mort. C'est-à-dire que on va dire qu'il est mort par accident, qu'il est mort de maladie, mais jamais qu'il est mort parce que c'est un être mortel, simplement. Non ? C'est-à-dire que nous allons tous mourir, chacun d'une manière différente, et nous allons mourir, entre autres choses, parce que nous sommes des êtres mortels. Mais nous avons cette attitude singulière à vouloir nier un petit peu cette situation. Et que face aux morts, à la personne qui est morte, nous adoptons aussi une attitude tout à fait singulière, comme une admiration pour quelqu'un qui a réalisé quelque chose de tout à fait difficile. Par exemple, face à la personne qui s'est suicidée, on ne sait pas très bien s'il faut le considérer comme un acte courageux ou un acte de lâcheté. On ne sait pas très bien quelle est l'attitude qu'il faut avoir face à un suicidé. Et que la considération que nous portons aux morts est telle que souvent elle peut passer au-dessus des vivants. C'est-à-dire qu'on va donner plus d'importance à un mort qu'à un vivant. Et la tendance à exclure la mort de la vie, la mort de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans mort,
et ben cette tendance à la rejeter, à avoir cette attitude un petit peu particulière vis-à-vis des morts, ben cette tendance peut provoquer de nombreuses renonciations et d'exclusions. La vie est intéressante dans tous les cas qu'en présence de la mort, c'est-à-dire qu'en présence du fait qu'elle va se terminer. Non, parce que c'est grâce à cette situation que va pouvoir s'installer, par exemple, la fonction de la beauté. Par exemple, et que face, on va continuer un petit peu avec le sujet, face au cadavre d'une personne aimée, l'humain, dans l'histoire de l'humanité, a d'abord inventé les esprits. Et les esprits, c'est la première production théorique, non, pour pouvoir continuer à communiquer en fait avec la personne aimée. C'est-à-dire le souvenir d'un mort qui dure en nous, non, est à la base de la supposition d'autres existences et a donné à l'homme l'idée d'une vie après la mort. Pardon, je vois que vous êtes en train d'écrire, mais je ne vois pas bien les questions. Et oui, le fait d'accepter le fait de notre mortalité, l'acceptation de notre mortalité. Mais on voit que c'est le résultat d'un travail, ce n'est pas quelque chose qui se fait avec facilité, puisque dans l'inconscient, nous avons, non, structurellement, nous sommes fabriqués pour nous considérer comme des immortels. Donc, pouvoir accepter cette mort, c'est-à-dire accepter que les choses se terminent, accepter que les choses commencent, accepter qu'il y a ce renouveau constant, par exemple. Donc, nier la mort est une attitude conventionnelle et culturelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons, comment on va dire, présenté en fait dans toutes les situations, dans la société. C'est pas simplement quelque chose qui nous arrive à nous, sinon que comme ça nous arrive à nous, ben, nous l'avons intégré au social. Et donc, nier la mort est une convention, une attitude conventionnelle et culturelle. Donc, face au cadavre de la personne aimée, et je reviens là-dessus, non seulement sont nées les premières théories de l'âme, la croyance en l'immortalité, en une puissante, et en plus, surtout, nier la mort, nier la castration. Et oui, Olivier. Donc, donc face à cette, parce que notre attitude vis-à-vis de ce cadavre d'une personne aimée, non, il y a aussi, est à la racine du sentiment de culpabilité, mais aussi des premiers sentiments éthiques. C'est-à-dire, face à la mort de la personne aimée, regardez, ça c'est très intéressant, naît le premier commandement. Tu ne tueras point. Et c'est une interdiction, bien sûr, comme vous le savez, qui est très forte, et elle est très forte parce que il y a une tendance aussi, tout aussi forte, à vouloir satisfaire ce désir. De quoi? De tuer. C'est-à-dire que on va voir ce que personne ne désire, il n'est pas nécessaire de l'interdire. C'est-à-dire qu'il y a ce désir en chacun d'entre nous. Tu ne tueras point indique que nous venons d'une longue série de générations d'assassins. Et les aspirations éthiques de la société, en fait, sont des acquisitions, non, des productions de l'histoire de l'être humain. Donc, on revoit, important, notre inconscient ne croit pas en sa propre mort. Il se conduit comme s'il était immortel. D'accord ? Donc, quand on parle de la peur de la mort, de quoi on parle? Parce qu'évidemment, si nous nous croyons immortels, on ne peut pas avoir peur de la mort. Ou quand on dit qu'on a peur de la mort, en fait, on a peur d'autre chose. Et la peur de la mort qui peut dominer dans certains, en fait, c'est plus souvent ce que l'on pense et qui était quelque chose de secondaire, provenant en général du sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que la peur de la mort est en relation avec notre sentiment de culpabilité inconscient. D'accord? Intéressant. Et la peur de la mort, c'est-à-dire que
c'est une représentation, non? Et face à la peur de la mort, bien évidemment, il y a un sentiment de culpabilité dans le sens où la peur de la mort, c'est en elle-même une punition. Et d'un autre côté, on va dire, nous acceptons la mort, non, notre attitude, nous acceptons la mort d'un étranger ou d'un ennemi sans aucun scrupule, tout comme l'être humain primitif, sans aucun scrupule, non, de façon générale. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des guerres, et il y a beaucoup de guerriers, que nous ne sommes pas tous insensibles à ce qui se passe, mais dans la majorité des cas, sans scrupule. Notre propre ennemi peut mourir sans que ça provoque aucun scrupule. Mais sachons-le, notre inconscient est notre inconscient, en fait, ne porte pas l'assassin en lui-même. C'est-à-dire que l'inconscient n'est pas un assassin. Il se limite à le penser, à le désirer. Et alors, il se limite, mais comme la société nous interdit d'avoir ce genre de désir, très souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont des désirs, bien évidemment, qui restent au stade inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient, il assassine, avec son désir, il assassine effectivement, non, avec énormément de facilité et pour des petits riens dans notre vie quotidienne. Et pour toutes sortes de délits. Et pour tous les délits, la peine qui va être la peine, en fait, tous les gens qui vont nous embêter un petit peu avec des petits détails dans notre vie, nous allons tout de suite désirer les éliminer, les tuer. C'est-à-dire que c'est la punition qu'ils vont recevoir pour nous avoir un peu dérangés dans notre vie. Et ceci parce que tout dommage, en fait, que reçoit notre moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va d'une certaine façon sentir que notre moi a été offensé, non, c'est comme un crime contre sa majesté le moi. Et donc, obligatoirement, il y a cette situation de vouloir éliminer l'autre, de le tuer. Peine de mort capitale. Donc, vous voyez les progrès de l'humanité à vouloir, à accepter cette abolition de la peine de mort, c'est un très grand progrès dans l'humanité. Mais nous voyons qu'il n'est pratiqué que dans certaines situations. Alors, face à tout ça, bien évidemment, il y a aussi l'humour, la blague. Et je vais en présenter une pour aujourd'hui, parce que je l'ai vue qui m'a fait rire. Non, on va dire, c'est une femme qui dit à son mari, « Quand un de nous deux mourra, j'irai vivre à Paris. » Non, par exemple. Et ça, je fais cette blague pour introduire un petit peu la situation du fait que, et pour en arriver au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que les êtres humains, nous tous comme nous sommes une partie intime, que les êtres humains, les autres, les gens qui nous entourent, en fait, sont une partie intime de notre propre moi. Et quel qu'il soit, c'est-à-dire même si ce sont des étrangers, même si ce sont des ennemis. Et de cette ambivalence, ne naît plus aujourd'hui, comme dans des temps lointains, l'animisme, et non, qu'il y a eu aujourd'hui l'éthique d'un côté, et de l'autre côté, la névrose, c'est-à-dire face à ces ambivalences de désirs, de ces désirs assassins, on va dire, que nous avons, une manière de résoudre la situation pour beaucoup de monde, c'est de produire une névrose, produire les symptômes de la névrose. Alors, il faut le savoir, bien évidemment, comme Freud nous l'a dit, il y aura toujours des guerres. Et il y aura toujours des guerres à cause de notre narcissisme, à cause de ce narcissisme des différences. Et en plus, il ne parle pas simplement des différences, sinon qu'il parle des petites différences. C'est-à-dire notre narcissisme, non, c'est-à-dire que sa majesté, le moi, se sent offensé quand il y a quelqu'un qui lui présente quelque chose de différent. Et qui se sent offensé et qui le pousse à la violence. Et qui le pousse à la violence. Là, on parle ici, Bénice,
de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, non? La difficulté de tolérer l'ambivalence, c'est quelque chose qui nous touche tous. Après, il y a des gens qui vont produire donc cette névrose dont je parle, mais que dans tous les cas, le narcissisme des petites différences nous touche tous, la difficulté de l'ambivalence, les désirs assassins, non? Tout ça, ça appartient à l'être humain. Donc, on va dire, pour en finir avec l'attitude culturelle et conventionnelle face à la mort, en fait, et pour en finir avec les guerres, il s'agirait de devenir tous mortels. Au revoir. Donc, dans le sens où c'est réellement le travail que tout à chacun devrait pouvoir réaliser. C'est-à-dire pouvoir vivre, et en devenant mortel, bien évidemment, nous arrivons à multiplier les bénéfices de la vie. C'est-à-dire que la vie devient beaucoup plus belle grâce à sa finitude. Alors, et pour en arriver donc au titre d'aujourd'hui qui est « Qu'est-ce qu'aimer ?» C'est donc bien évidemment pouvoir faire face à tout ce genre de tendances qui appartiennent à l'être humain. Toutes ces tendances. Donc, c'est-à-dire que aimer, ça va être, quelle que soit la définition, on va dire, de l'aimer, ça va être quelque chose, quelque chose de la civilisation. Que l'amour, c'est quelque chose qui appartient à la civilisation, puisque nos tendances premières, avec l'ambivalence, avec ces désirs hostiles et prêts à tuer, ces désirs d'assassiner qui sont nichés dans l'inconscient, on va dire, et le fait d'avoir ces tendances égoïstes et cruelles vis-à-vis des autres, bien évidemment, pouvoir aimer, c'est un trait de civilisation, d'humanisation. C'est-à-dire que prendre en compte la vérité de la mort rend beaucoup plus supportable la vie. Et non pas seulement supportable, sinon qu'elle nous permet de jouir beaucoup plus de la vie. Et que jouir de la vie, c'est, et ce sera toujours le premier devoir de tous les êtres humains. Alors, nous savons que nous dépendons de l'amour des autres. La haine est avant l'amour. Oui, mais dans la Constitution, après c'est fini. Non, parce que la haine, ça va être considéré comme pouvoir aimer, c'est accepter la réalité de la mort. C'est à partir de l'acceptation de la réalité de la mort que je vais avoir la possibilité d'aimer. Non, c'est-à-dire que c'est pas que si j'accepte que je suis immortel, ça y est, je sais aimer. Non, nous avons vu aussi dans d'autres vidéos du mardi que l'amour c'est aussi un apprentissage, que ça nous tombe pas dessus et comme ça, sinon que c'est un apprentissage, et c'est un apprentissage entre autres choses à cause de toutes ces choses. Mais c'est vrai, Olivier, que si on accepte la réalité de la mort, ça va être beaucoup plus facile d'aimer, beaucoup plus facile, parce que nous sommes nombreux ce soir à aimer, à vouloir pouvoir aimer, ou même à penser. Nombreux sont ceux d'entre nous qui pensons que nous avons déjà une grande capacité d'amour, une grande capacité d'aimer. Aimer la mort, c'est jouir de la vie. Non, mais n'exagérons pas, il ne s'agit pas d'aimer la mort, de la prendre en compte. De la prendre en compte, elle fait partie de la vie. Et quand il y a une négation, aimer en ayant le stress de la mort. Donc en ayant un rejet sur cette situation de mortel que nous sommes, bien évidemment, ça produit énormément de troubles. Et pour ne parler que de troubles. C'est-à-dire que... Alors, nous savons que nous dépendons de l'amour des autres. Et nous dépendons de l'amour des autres à un tel extrême, parce que l'enfant, le bébé, nous le montre d'une façon caricaturale pratiquement, dans le sens où l'enfant, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de lui, il meurt directement. Mais dans la vie de l'être humain, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, pour être un être humain civilisé, il va falloir
pouvoir, on va dire, aussi se laisser aimer. Parce que aimer, c'est une chose, mais se laisser aimer, c'en est une autre, et ce n'est pas toujours facile pour tout le monde de se laisser aimer. Il y a des gens qui sélectionnent, qui ne veulent pas se laisser aimer par n'importe qui veulent le choisir. Non, toi tu ne peux pas m'aimer parce que tu ne t'habilles pas bien, par exemple. Donc, il y a des gens qui n'acceptent pas l'amour de n'importe qui. Bon, ça c'est une autre difficulté, non? Pourquoi ils n'acceptent pas l'amour de n'importe qui? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont devoir, eux aussi, à leur tour, non, de façon réciproque, aimer l'autre. Mais ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que on peut se laisser aimer et aimer quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'aimer la personne qui nous aime. Bon, déjà ça, hein? Car aimer en ayant peur de la mort rend angoisse. Bah, aimer, ce n'est pas aimer en ayant peur de la mort, non? Et on a vu que la peur de la mort, non, découle du sentiment de culpabilité. Donc ce n'est pas en relation avec la mort, sinon que c'est en relation avec le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que on disait que nous dépendons des autres à un tel extrême que en tant qu'enfant, en fait, nous avons dû renoncer à toutes ces tendances hostiles, à les réprimer. Parce que quand je dis que nous avons tous des tendances assassines, on va dire, mais non, moi pas. Non, bien sûr, pourquoi? Parce qu'elles sont dans l'inconscient. Nous avons renoncé à ces impulsions, à ces tendances instinctives, on va dire égoïstes et cruelles. Pourquoi? Pour conserver l'amour de celui qui prend soin de nous, de celui qui nous protège de la mort. Parce qu'en tant que bébé, en fait, c'était... Non, donc, j'ai fait les choses qui étaient nécessaires de faire pour qu'il y ait quelqu'un qui continue à s'occuper de moi. Non? Et on va voir, parce que quand on disait, je crois qu'on en a parlé aussi mardi dernier, et c'est bien de le préciser quand on fait référence un petit peu, hein, quand est-ce qu'on doit... Il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut d'abord aimer l'autre. Par quoi on commence? L'amour commence toujours à partir de l'autre. S'il n'y a pas quelqu'un qui, d'une certaine façon, nous a aimés, il n'est pas possible d'aimer. Hein? C'est-à-dire qu'on a besoin, notre amour va se former à partir de l'amour des autres. Et ce qu'on avait vu, je crois qu'on avait vu la fois dernière, ou je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'être humain, même si, on va dire, pour le papa et la maman, qui n'ont pas toujours... Pourquoi le fait d'aimer n'est pas toujours réciproque? Il n'est jamais réciproque, le fait d'aimer. Moi, je vous aime et vous, vous m'aimez d'une autre façon. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est l'effet miroir, Olivier, hein, ce n'est pas l'effet miroir. Non, ce serait trop facile. Sinon que on a besoin de se sentir aimé pour à notre tour pouvoir aimer. Hein, comment je vais aimer? C'est pour ça que c'est très important de voir qu'il y a... de voir, par exemple, quand on parle de la santé mentale d'un psy en général, la santé mentale du psy est très importante parce que sinon, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner si sa santé mentale n'est pas en bonne condition, pour dire d'une certaine manière, non? C'est-à-dire que à chaque fois, et on va le dire je parle des psys comme je peux parler pratiquement de tous les professionnels, c'est-à-dire qu'on doit commencer, non, par nous-mêmes pour pouvoir... Et nous-mêmes, ça vient de l'autre. Tout de nous vient des autres. Nos idées, nos manières de faire, tout vient des autres. C'est-à-dire que nous sommes le résultat d'une grande quantité de relations sociales, en fait, de relations sociales et avec lesquelles nous nous sommes identifiés. Donc, s'il n'y a pas une personne qui me regarde d'un bon œil, il n'y aura pas de confiance en soi, et il n'y aura pas d'estime de soi. Et donc, sans confiance en soi et sans estime de soi, c'est très difficile de pouvoir aimer. C'est-à-dire que je voudrais cette fois-ci généraliser un petit peu, aimer la dépendance que nous avons aux autres, c'est un signe de civilisation, c'est un signe d'humanisation.
C'est-à-dire le contraire de ce que nous croyons, où il faut être indépendant, que c'est très bien d'être indépendant, de ne dépendre de personne. Il faut dépendre de beaucoup de monde et se rendre compte que nous avons besoin de toutes ces relations sociales que nous avons fabriquées et que s'enfermer dans la solitude, c'est commencer un processus de déshumanisation, s'enfermer dans la solitude. Parce qu'on perd le contact, on s'enferme, non? Parce que la solitude, on va dire pour l'être humain, d'une certaine façon, elle n'existe pas, parce qu'il va s'enfermer avec ses fantasmes, avec ses personnages imaginaires. Mais il n'y a plus de relation avec la réalité. C'est-à-dire que aimer la dépendance que nous avons des autres nous protège contre le manque de confiance en soi, nous protège des troubles du désir, nous protège de l'ennui, de la lassitude, de la panique, de la révolte, de l'enfermement. C'est-à-dire que hors des organisations collectives, non, il est difficile de maintenir une vie humaine. C'est-à-dire sans les autres. Et les autres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des futurs cadavres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'enferment dans la solitude et qui ont une tendance à s'enfermer non seulement parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent plus personne, non, qui ne supportent plus justement avec ce narcissisme des différences. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente avec ses différences, il ne supporte plus. Mais en plus, parce que l'autre, en fait, quand il se présente à moi, il représente un futur cadavre. C'est-à-dire là, il y a l'effet miroir, Olivier, c'est-à-dire qu'il me montre que moi aussi, je vais mourir. Et il y a des gens qui ne tolèrent pas. Non, il y a des personnes qui disent « je ne tolère pas les vieux ». Donc il y a des gens qui vieillissent, qui sont vieux eux-mêmes et qui disent qu'ils ne tolèrent pas les vieux. Pourquoi? Parce que ces vieux leur rappellent qu'ils vont mourir. Donc ils ne supportent pas les relations avec des personnes à partir d'un certain âge pour éviter, non, pour éviter accepter le manque. Vous avez des théories bizarres. Non, vous avez des théories bizarres. Accepter le manque, ça ne veut pas dire... non, ça fait de la psychologie. Si vous avez peur de l'avion, vous allez prendre l'avion toutes les semaines, puis vous allez finir par ne plus avoir peur. Mais ça, ce n'est pas le système, parce qu'après ça se déplace. Parce qu'effectivement, il y a certaines thérapies comme ça qui peuvent fonctionner, où j'ai peur de monter dans l'ascenseur, donc il me faut monter dans l'ascenseur, il me faut monter dans l'ascenseur, il me faut monter dans l'ascenseur, mais après j'ai plus peur de l'ascenseur, mais j'ai peur des avions, j'ai peur des trains, j'ai peur d'autres choses. Non, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de la méthode Coué en disant on va insister à la force. Non, non, sinon que il s'agit d'apprendre à s'humaniser. Et pour apprendre à s'humaniser, il faut le faire avec les autres. Il faut le faire avec les autres. Et quand on ne tolère pas les autres ou les gens qu'on a autour de nous, qui nous énervent, qui ne sont pas comme on voudrait, qu'on ne comprend pas, il faut se psychanalyser. Il faut se psychanalyser pour apprendre à tolérer les autres. Donc, on dit que l'autre se présente à nous comme il représente pour nous, il peut représenter pour nous comme un futur cadavre. C'est-à-dire que c'est l'existence de l'autre qui me rend mortel. J'ai besoin de l'autre pour pouvoir être mortel. Tout seul, je ne peux pas être mortel. Tout seul, je vais croire en ce que mon inconscient croit. C'est-à-dire que j'ai besoin des autres pour me considérer comme mortel, comme périssable, comme temporel, et donc qui appartient aussi au beau. C'est-à-dire que aimer la dépendance que nous avons des autres, c'est, en résumé, aimer. C'est commencer à pouvoir aimer. Après, on peut rentrer dans les détails. Effectivement, on peut rentrer dans les détails. Nous connaissons la super phrase de Lacan, qui vient montrer qu'il existe cet amour social comme déchet par le Lacan. Donc d'amour social, et que l'apprentissage de l'amour, moi je pense que avant tout pour l'apprentissage d'aimer, c'est pouvoir se tolérer soi-même, c'est tolérer toutes ces particularités que nous avons et qu'en général nous ne tolérons pas, non, pour soi, parce que aussi ils viennent des autres. Non, nous ne tolérons pas certaines particularités que nous avons, que nous aimerions bien modifier. Non, il y a certains patients qui viennent
à la consultation en faisant la liste de toutes les choses qu'ils aimeraient bien pouvoir modifier. Voilà docteur, je vous laisse ma liste s'il vous plaît, je vous laisse le week-end, vous pouvez travailler, puis quand je reviens, vous aurez modifié la situation. Mais il y a des choses que nous allons pouvoir modifier et il y a d'autres choses que nous n'allons pas pouvoir modifier. Et ce que principalement nous allons pouvoir modifier dans une analyse, ce sont nos propres idées sur cet être humain que nous sommes. Avoir la possibilité, par exemple, d'apprendre à aimer la dépendance aux autres. Parce que c'est une des choses, on va dire, les plus difficiles, mais c'est une des choses qui vont nous amener et nous conduire à la civilisation. Je dis la civilisation et l'humanisation, on va dire. L'humanisation, c'est la possibilité d'aimer, non? Un des chemins, on va dire, à la civilisation, ça ne va pas être le seul, mais celui qui est important, et je dirais que indispensable, c'est apprendre à aimer la dépendance que nous avons aux autres. Donc c'est pas aimer les autres, c'est aimer la dépendance. C'est aimer la dépendance que nous sommes nés dans un monde d'êtres humains. Nous nous sommes tous construits grâce à l'apport et au travail d'autres êtres humains. Et que nous continuons à avoir besoin de tous ces êtres humains, même celui aimer l'altérité, par exemple. C'est-à-dire que même celui qui s'enferme chez lui, veut dire pour plus voir personne, il continue non seulement à avoir des relations avec ses fantasmes, mais qu'en plus, il continue à avoir besoin des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où il est pratiquement impossible de vivre seul en ermite. Nous avons besoin de nombreuses choses, ou sinon nous sommes complètement réduits à quelque chose. Non, je peux m'enfermer dans un bois ou dans l'Amazone, bien croire à l'intelligence collective. On parle de la dépendance, pas de l'intelligence, de la dépendance aux autres. De la dépendance aux autres. Non, l'intelligence, c'est... Non, les personnes isolées souffrent de l'isolement. Pas toujours, Paola. Il y a des gens qui préfèrent l'isolement parce qu'ils ne supportent plus personne. Ils préfèrent l'isolement. Donc il y a des gens, mais ces gens perdent leur humanité. Avec l'isolement, ils peuvent souffrir ou pas souffrir, mais ils vont perdre peu à peu leur humanité. Que l'humanité nous vient des autres, que la civilisation nous vient des autres. Ça c'est important. Et principalement des gens avec qui nous pouvons parler. Que la dépendance, ici, je suis en train de dire, comme Arik, c'est que la dépendance est complètement positive. Mais je ne te parle pas d'une dépendance d'une personne à une autre. Non, une dépendance affective que sans l'autre je ne peux rien faire. Non, ça c'est une autre problématique. La dépendance, on va dire la dépendance aux autres au pluriel, la dépendance aux autres. Que nous avons besoin des autres, que c'est quelque chose d'absolument indispensable. D'accord? Donc, et que tout ça c'est en relation avec notre mortalité. L'altérité. Commençons par la mortalité. Après, le reste vient tout seul. Si nous acceptons la mortalité, le reste vient tout seul. Le fait que... Ça veut dire que le fait que... Non, il y a des gens qui, face à la mort aimer la dépendance aux autres, dépendance aux autres ne nous rend pas aliénés. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la dépendance aux autres? De toute façon, nous sommes déjà aliénés. Nous sommes aliénés déjà par la vie que nous faisons. Nous voulons un petit café spécial le matin, nous sommes aliénés parce qu'on doit aller chercher ce café que nous préférons à tel endroit, à tel autre. Nous sommes aliénés à la vie que nous faisons. Donc, de toute façon, penser qu'il existe la liberté, c'est une illusion qu'encore certains êtres humains peuvent tenter de vouloir démontrer que la liberté existe pour l'être humain. Mais la seule liberté ou la liberté que nous pouvons travailler pour acquérir, parce que c'est la même chose, c'est pas une liberté que personne va nous offrir, la liberté, c'est pas un cadeau de Noël. La liberté, c'est quelque chose que nous allons pouvoir
construire en nous, qui fait partie de la liberté de penser, qui fait partie de la liberté de parler. La liberté de parler, c'est-à-dire s'enlever nos propres chaînes, pas penser que les chaînes viennent de l'extérieur, mais que nous avons nos propres chaînes, qu'il y a des choses qu'on préfère pas penser, qu'on élimine à chaque fois qu'on se rapproche un petit peu, on élimine, on ne veut pas y aller, on s'éloigne de ça, c'est-à-dire que donc on n'a pas beaucoup de liberté. On voit que non, il y a un poète argentin qui s'appelle Almafuerte, qui est très intéressant, qui dit il faut que chacun d'entre nous, en fait, on a scruté les barreaux de notre propre prison. Pourquoi? Pour les nettoyer, pour les éloigner, pour en éliminer quelques-uns. Mais en fait, nous sommes tous entourés de nos propres barreaux de prison. Et c'est ceux-là que nous devons travailler, pas ceux de l'extérieur, qui existent aussi. Mais comme ceux-là, ils sont trop puissants, trop forts, on ne pourra pas les toucher. Par contre, nos barreaux de notre propre prison, ceux-là, oui, on peut les travailler. Ceux-là, on peut gagner en liberté. Regardez toutes les choses que vous ne vous permettez pas de faire, que vous ne vous permettez pas de dire à un tel, à l'autre, ou même à vous-même. Non? Quand les éléments sont linéaires, dépendants, on construit un solide corps social. Par exemple, je ne sais pas pourquoi vous dites linéaire. C'est-à-dire, ce n'est pas les éléments qui sont dépendants, c'est nous qui sommes dépendants. Non, vous voyez, il déforme la phrase. Non, c'est pas moi le dépendant, ce sont les éléments. Non, c'est nous qui sommes dépendants, là, c'est nous les dépendants. Et dépendant de l'amour des autres. C'est pour ça qu'il y a des choses aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une psychanalyse, parce qu'il y a des gens qui vendent leur propre vie pour l'amour de quelqu'un. Et qui vendent, quand je dis qu'ils vendent, c'est-à-dire qu'ils donnent leur vie pour ne pas perdre l'amour de quelqu'un. Parce qu'ils pensent que cet amour est indispensable à leur survie, comme les enfants. Mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est pas on va dire que ce n'est pas exactement une dépendance. Pourquoi nous? C'est qui ce nous? C'est nous tous, les êtres humains. Nous, ce sont les êtres humains. Nous, les êtres humains. Alors, on peut faire une différence entre les humains avec ceux qui se psychanalysent et ceux qui ne se psychanalysent pas. C'est-à-dire ceux qui sont écoutés d'une manière spécifique à la proximité. Mais, donc voilà pour ce soir. C'était indirect, concret, direct, qui voulait dire ce qu'il voulait dire. Donc, je ne vous ai pas dit bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à tous. Merci de participer à cette vidéo. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux ce direct pour que nous soyons plus nombreux à l'écouter. Il y a toujours des choses, alors on ne va pas tout apprendre ni pouvoir tout mettre en pratique. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de découvrir qu'il n'y a pas seulement les idées que nous connaissons, sinon qu'il y a d'autres idées, un petit peu comme quand on ouvre un livre. Mais quand c'est quelqu'un qui nous parle, des fois, c'est un petit peu différent que dans un livre. Des fois, c'est plus morne, on va dire. Merci Marie-Thérèse, merci à vous. Annick, bonsoir. Felipe, bonsoir. Et Alexandra, difficile d'en placer une ce soir, effectivement. Marie-Marie, belle soirée. La Seine, bonsoir. Alors, bonne continuation à toutes. Claudette, bonne fin de soirée. Virginia, bonsoir. Et Rakim, bonsoir. Sophie, excellente semaine. On continue effectivement mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet. Si vous voulez laisser une idée de sujet, peut-être que je la prendrai. Paola, quel sera le prochain thème? Ben voilà, Valérie, bonne continuation. Allez, bonne continuation et à la prochaine fois. Au revoir. Ciao, ciao. Je ne peux pas fermer.